On va Merci. peut-être passer à la communication suivante. Madame Christelle Nyongo-Timo pour musculature et innervation pelvipérinéale en dissection anatomique assistée par ordinateur. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors, je vais mettre ma vie. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama? Parfait. Parfait. Alors, chers maîtres, chers membres du jury et chers collègues, je vous remercie d'avoir accepté cette communication orale sur la musculature et l'innervation pelvipérinéale en dissection anatomique assistée par ordinateur. Je suis honorée de pouvoir vous présenter ce travail qui a rythmé mes 3 dernières années, qui a fait partie en fait de mon Master 2 et de ma thèse d'université sur le sujet. Donc, merci à l'Académie nationale de chirurgie pour avoir maintenu ces journées. Donc, ce sujet m'a été proposé pour mon Master 2 par le professeur Benoît et j'ai ensuite continué ma thèse d'université co-encadrée par le professeur Thomas Bessette et le professeur Gérard Benoît. Alors, que sait-on de l'anatomie du plancher pelvien ? Eh bien, le plancher pelvien est constitué majoritairement du muscle élévateur de l'anus, que j'appellerai pour le reste de la présentation le MEA. Et le MEA a une fonction extrêmement importante, c'est de maintenir les organes urinaires, génitaux, mais également digestifs dans la cavité pelvienne, afin d'éviter les prolapsus, mais aussi afin d'assurer la continence urinaire et fécale. Ce muscle, il a été beaucoup décrit, et notamment dans les livres classiques d'anatomie, décrit comme un muscle pelvien entièrement strié. En fait, il sépare la cavité pelvienne du périnée. Et le professeur Gérard Benoît, qui m'a proposé ce sujet d'innervation du muscle du MEA, avait en fait systématisé ce MEA en fait une sorte de clivage à clivage où au-dessus se situait l'innervation autonome avec le plexus hypogastrique inférieur et en dessous les nerfs somatiques avec notamment le nerf pudendal. Concernant l'innervation du MEA, les données de la littérature étaient très controversée, avec une innervation tout le temps décrite comme somatique, mais soit via le nerf pudendal, soit via le nerf du MEA, soit via les deux, nerf pudendal et nerf du MEA. Alors, pourquoi s'intéresser au MEA et à son innervation ? Bien, son altération est responsable de dysfonctions du plancher pelvien comme des prolapsus, incontinence urinaire, incontinence fécale, avec donc chez la femme une altération due à l'âge, la ménopause, aux grossesses, aux accouchements par voie vaginale et à la chirurgie. Et c'est le cas dans 25% des cas. Chez l'homme, c'est le cas en post-opératoire, notamment après la prostatectomie radicale, avec des troubles de la continence urinaire et de l'impuissance. Et l'ensemble de ces données, nous les avions résumées dans une revue de la littérature qui faisait en fait le premier travail de mon Master 2 en 2016. Donc, la question que nous nous sommes posées sont quelles sont les structures exactes musculaires du plancher pelvien impliquées et les structures nerveuses impliquées dans les dysfonctions du plancher pelvien. Donc, pour répondre à cette question, en fait, les objectifs étaient de localiser et d'approcher la fonction de l'innervation, mais également la structure musculaire du MEA, de préciser la localisation et la fonction de l'innervation du sphincter urétral, et enfin d'établir un modèle tridimensionnel pédagogique grâce à la dissection anatomique assistée par ordinateur. Alors, qu'est-ce que la dissection assistée anatomique par ordinateur ? Eh bien, elle consiste en plusieurs étapes. Une première étape qui consiste à prélever en monobloc des bassins osseux de fœtus humains, de fœtus donc féminins, on en a eu 6, et de 3 fœtus masculins, entre 19 et 36 semaines. D'inclure en monobloc ces bassins osseux dans la paraphie, ce qui permet de s'affranchir des artefacts de dissection chirurgicale dans les dissections classiques de sujets anatomiques adultes, et de réaliser des coupes serrées continues tous les 4 microns. Nous faisions alors des colorations
classique, avec le trichrome de Masson, le HE, et de l'immunohistochimie qui nous permettait d'approcher les nerfs, d'identifier clairement les nerfs, mais également d'approcher leurs fonctions, en différenciant les nerfs somatiques, autonomes sympathiques, autonomes parasympathiques, également les nerfs nitriérgiques, sensoriels, mais également les structures musculaires, lisses et striées. Nous obtenions alors des images bidimensionnelles, comme vous le voyez ici, une image traitée par l'anticorps anti-S100 avec le rectum, le MEA, et ici le nerf pudendal. Puis nous réalisions un contourage et grâce à un logiciel informatique, nous pouvions réaliser une reconstruction tridimensionnelle. Donc ça, ce sont les étapes qui résument la dissection anatomique assistée par ordinateur, qui nous permet d'approcher la fonction des nerfs, de voir des structures fines et de s'affranchir des artefacts de dissection. Nous avons également réalisé de la microscopie électronique à transmission. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, quels étaient nos résultats? Tout d'abord, pour l'innervation du MEA chez le fœtus féminin humain. Vous le voyez sur l'image de droite, une coupe de fœtus humain féminin traité par l'anticorps anti-S100 pour voir tous les nerfs. Et nous voyons le rectum, le vagin, l'âme, c'est le MEA, c'est le muscle élévateur de l'anus. Et les petites flèches bleues montrent des fibres nerveuses provenant du nerf du MEA. Et les petites flèches violettes montrent le plexus hypogastrique inférieur situé entre le rectum, le vagin et le MEA dans cette zone triangulaire. Ce plexus hypogastrique inférieur abandonne des fibres pour la partie médiale du MEA. Nous avons réalisé une reconstruction tridimensionnelle qui nous a permis de traquer, de suivre les fibres nerveuses. Et nous avons donc produit en fait une systématisation de l'innervation du MEA avec une voie infralévatorienne située en dessous du MEA via le nerf pudendal qui était mixte, à la fois somatique et autonome, une voie supralévatorienne située au-dessus du MEA, innervant également le MEA, somatique pur, et enfin une voie endolévatorienne proposée par le plexus hypogastrique inférieur autonome pur. Ces résultats ont été publiés dans Neurology Urodynamics en 2017 et ce résultat principal d'une innervation, d'une participation autonome à l'innervation du MEA nous semblait extrêmement surprenante. Et donc, nous avons continué nos investigations, c'est là où j'ai souhaité continuer en thèse d'université, pour comprendre la structure musculaire du MEA. Nous avons alors fait des luminohistochimies contre les cellules musculaires lisses pour voir si le MEA était en fait constitué de cellules musculaires lisses. Et donc, comme vous le voyez sur cette coupe sagittale avec le rectum en arrière, le vagin, la vessie, eh bien, nous avons vu des contingents organisés de cellules musculaires lisses au niveau du raphet anocoxygien, la partie médiale du MEA, et au niveau également de zones de protrusion qui étaient entre le vagin et le rectum, vu des cellules musculaires lisses. Eh bien, ces zones musculaires lisses étaient innervées par le plexus hypogastrique inférieur, comme vous pouvez le voir sur cette reconstruction tridimensionnelle, où on voit les cellules musculaires lisses en rouge au sein du MEA, innervées par le plexus hypogastrique inférieur. Et donc, nous avons systématisé ce muscle élévateur de l'anus, ce MEA, et nous avons publié les résultats dans l'American Journal de gynécologie obstétrique. Alors, voici une synthèse de ces deux résultats majeurs chez la femme, avec le MEA ici en marron. On visualise l'apparition ici du nerf pudendal avec ses branches infralévatoriennes pour le MEA et donne également le nerf dorsal du clitoris. Le nerf du MEA qui est supralévatorien. Et enfin, le plexus hypogastrique inférieur pour la partie médiale du MEA qui correspond donc à l'innervation de ces cellules musculaires lisses ici en rouge. Et donc, nous avons systématisé le MEA. Vous savez qu'il avait été reclassifié par l'équipe de Delancey en fonction de ses origines et de ses insertions. Nous l'avons resystématisé en fonction de sa structure musculaire en une zone médiale, lisse, viscérale, donc un rapport avec les viscères pelviens, sous contrôle nerveux autonome, et une zone latérale, striée, sous contrôle nerveux somatique, en rapport avec le bassin osseux. Nous avons souhaité confirmer ces résultats chez le fœtus masculin humain, rechercher si c'était également le cas. Et donc, vous le voyez ici, on a une coupe histologique de fœtus masculin avec le rectum, avec également la prostate, la vessie, vous le voyez apparaître
ici les éléments, donc le rectum, la prostate, la vessie, le muscle piriforme plaqué contre le sacrum, le muscle obturateur interne, et le muscle élévateur de l'anus qui vient faire tout le contour du rectum. Et vous le voyez, eh bien, des zones musculaires lisses marquées par l'anticorps anti-SMA, donc avec une zone donc, classifiée en fonction de leur localisation par rapport au MEA, une zone endolévatorienne à l'intérieur du muscle élévateur de l'anus, une zone centrolévatorienne située au centre et une zone infralévatorienne située en dessous du MEA. Sur la reconstruction tridimensionnelle, vous voyez ces trois éléments en violet, en vert et en bleu. Et enfin, sur l'autre reconstruction tridimensionnelle, on voit que les fibres nerveuses, ici en jaune, du plexus hypogastrique inférieur, innervent ce compartiment médian musculaire lisse qui est donc également présent chez l'homme. Et nous avons donc publié ces résultats en fin d'année dernière dans Clinical Anatomy. Nous nous sommes intéressés également à l'innervation de l'urètre chez le fœtus masculin et nous avons également mis en évidence une innervation autonome qui aborde la partie postérieure du sphincter de l'urètre et qui emprunte également le même chemin que le plexus hypogastrique inférieur et que les bandelettes neurovasculaires de Walsh. Ce qui est important parce que dans les prostatectomies radicales, des études récentes ont montré que la préservation de ces bandelettes neurovasculaires était également associée à une amélioration de la continence post-opératoire. Ces fibres empruntent donc ce compartiment médian musculaire lisse et nous venons de publier ces résultats dans Clinical Anatomy. Pour conclure, nous avons systématisé le plancher pelvien, nous avons montré une participation du système nerveux autonome à l'innervation à la fois du MEA et du sphincter de l'urètre. Ces résultats ont une influence majeure en chirurgie pelvienne radicale, dans la continence, dans la rééducation, dans la grossesse et dans l'accouchement. On peut mettre en place, grâce à tous ces résultats, un modèle pédagogique, ce que nous avons fait, ce qu'on peut animer en fait les reconstructions tridimensionnelles, comme vous le voyez juste ici. Enfin, ces résultats ont donné lieu à une étude clinique que je mène actuellement pour comparer le MEA des patientes ayant un prolapsus et des patientes n'en ayant pas. Je fais des biopsies chez ces patientes. Et je viens de finir d'encadrer une étudiante en Master 2 sur la macro- et micro-énervation utérine. Donc, vous voyez ici les principaux résultats avec le premier modèle de reconstruction de cette innervation appliquée aux douleurs pelviennes de la femme. Je vous remercie de votre attention et je tiens à vous préciser, je n'ai pas fait que je mette de conférence en anatomie depuis un mois à Rennes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christelle. C'est vraiment une présentation impressionnante et passionnante qui montre à quel point l'anatomie n'est pas une vieille dame et peut être revisitée de façon moderne et, je le redis, de façon passionnante. Merci beaucoup. Alors, j'ai peut-être une question de béotien. Quelle est la spécificité des différents marqueurs que vous avez utilisés pour marquer tel nerf somatique, tel nerf, etc., etc. N'y a-t-il pas un risque que, que des mauvais chemins aient été empruntés par ces marqueurs, en quelque sorte? Je vous remercie pour votre question. Effectivement, c'est tout le problème qu'on peut avoir en immunohistochimie. Donc, effectivement, ces marqueurs marquent des protéines au niveau des nerfs. Donc, par exemple, le PMP22, c'est un marqueur de la myéline. Les nerfs somatiques sont très fortement myélinisés. Et donc, quand on avait un marquage fort du PMP22, on considérait que c'était un nerf somatique. Mais par exemple, pour le muscle lisse, eh bien, c'était une histoire assez intéressante parce que professeur Benoît était assez... voilà, on avait du mal à croire qu'il y ait des zones lisses au niveau du muscle élévateur de l'anus. Il m'a demandé de faire une autre technique dont je n'ai pas reparlé, c'est la microscopie électronique à transmission, afin de vérifier via un autre moyen que ce n'était pas un faux positif du SMA. Et donc, on a fait de l'ultrastructure du muscle pour confirmer que c'était bien de l'actine lisse et pas de l'actine striée qu'il y avait au niveau, en fait, de ce muscle. Donc, effectivement, il y a des risques de faux positifs pour chacun de ces anticorps qu'on a identifiés et qu'on arrive en fait finalement à bien faire la part des choses, mais effectivement, il persiste un risque de faire des conclusions qui puissent être fausses. Ouais.
Merci pour votre réponse précise. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup.